Ah, une bien belle journée qui s'annonce, Holmes. Rien de tel pour débuter la semaine qu'un lundi ensoleillé sans rien d'autre à faire qu'à lire cette pile de courrier sur la table. Tiens, si nous faisions une promenade en bateau sur la Tamise? Non, Watson. Enfin, Holmes. Depuis 2 semaines, votre humeur se dégrade jour après jour. Je vous connais, et je suis sûr que quelque chose vous contrarie. Ce ne serait pas des nouvelles provenant de Suisse, j'espère. Nous serions déjà dans un bateau se rendant sur le continent, mon cher Watson. Fort bien alors. De quoi peut-il s'agir? Ah, j'y suis. Cela fait bien 2 semaines que les journaux ne parlent plus de ce voleur français, Arsène Lupin, qui fait tourner en bourrique toutes les polices du continent. Vous preniez un plaisir manifeste à lire les articles le concernant. Mon cher Watson. C'est ça alors. J'ai mis le doigt dessus. Ah, je connais bien mon Sherlock Holmes. Mais quelque chose me dit que vous n'entendrez pas parler de ce Lupin avant un certain temps. Vous vous souvenez de son dernier exploit en date? Il a séduit sous un faux nom une jeune princesse italienne afin de lui dérober une parure unique de diamants ayant appartenu aux Médicis. Ces bijoux se trouvaient être la dot de la belle lors de son mariage qui devait avoir lieu quelques jours après avec le fils d'un riche et influent Sicilien. Or, notre ami, son forfait accompli, a laissé un petit mot à la presse locale expliquant qu'il n'avait rien trouvé d'autre pour que la charmante jouvencelle échappe à un mariage d'intérêt avec, je cite, un butor inculte, rustre et par trop gominé. Depuis, plus de mariage. La belle est au couvent et la rumeur dit que les 2 papas froissés ont offert conjointement une somme de je ne sais combien de millions de lire pour la tête, le reste du corps est en option, du responsable de leur déshonneur. Vous connaissez la réputation du milieu criminel italien. Tiens, encore une lettre du zoo à propos de cette histoire d'oiseaux échappés, comme si nous allions courir le tout Londres derrière des poulets. Je disais donc, vous connaissez la réputation du milieu criminel italien. Cet Arsène Lupin doit être en train de se terrer quelque part, entouré de bouteilles de champagne et de trésors volés. Quel inconscient, ou plutôt arrogant. Ah, c'est français. Enfin, il n'a pas poussé la bêtise jusqu'à vouloir tenter un jour une de ses aventures sur le sol britannique. À force de parler, vous vous êtes coincé la mâchoire, Watson. C'est que... Watson. Watson, qu'avez-vous? Répondez-moi. Cette lettre sur la table, Holmes. Lisez.
Holmes, cette lettre n'est-elle pas incroyable? Enfin, cela ne peut pas être sérieux. Effectivement, Watson, il se peut que cette lettre ne soit qu'un vilain calembour. Il se peut aussi que ce défi, cette menace, soit bien réelle. Que comptez-vous faire? Me préparer et déguster le petit déjeuner de Mrs. Hudson. Pendant ce temps, Watson, vous profiterez de votre avance sur moi en ce domaine pour éclaircir quelques points de cette lettre sous forme d'énigme. Tout d'abord, si Arsène Lupin en est réellement l'auteur, comme il l'affirme, pourquoi signe-t-il avec un autre nom? Quant à ce poème, même si des réponses sautent aux yeux, il nous faut en tirer une réponse précise. Quel serait l'objectif du vol de ce soir en cas de véracité de toute cette histoire? Nous avons une journée pour le découvrir et prendre d'éventuelles mesures préventives. Vous pourriez vous rendre chez Barnes, le libraire dans la rue Glenworth. Quelques ouvrages là-bas pourraient vous renseigner. La table d'expérience de Holmes. Quel bric-à-brac! Le violon de Holmes. Traité sur le cornique, dialecte celte de Cornouailles. Et ici, la poterie médiévale. Ce sont les étranges lectures de Holmes. C'est dans cette statuette que se trouvait la fameuse perle noire des Borgia. Quel désordre! Je ne suis pas encore prêt, Watson. Cette vieille babouche persane sert de réserve à tabac pour les pipes de mon excentrique colocataire. Le colonel Gordon. C'était lors de l'affaire du pensionnaire en traitement. Voilà donc comment Holmes range sa correspondance en attente de réponse. Si ses clients voyaient ça. Il s'agit du seau à charbon dans lequel Holmes range ses cigares. Quelle drôle d'idée! Quoi? Cette maudite statue est encore là? J'avais pourtant bien dit à Mrs. Hudson de nous en débarrasser. Non, je n'ai rien à faire dans ce bouge. Monsieur, Je n'ai aucun intérêt à aller par là. Ce pauvre Barnes devrait employer une femme de ménage. Quel désordre!
Ganart, Kedwalum, Lidzort, Seb Lalir. Bonjour, Barnes. Oh, bonjour, docteur Watson. Comment allez-vous? Je ne vous ai pas entendu entrer. Que faisiez-vous à l'instant? Je vous dérange peut-être. Non, pas du tout. Je mène des recherches... Des recherches sur... Mais si vous êtes venu me voir, c'est que vous cherchez quelque chose de précis. Je peux vous aider? Une affaire fort étrange, déconcertante même, m'amène à vous voir. Une affaire de cap espagnol et de borgne-manchot. Ah oui, bien sûr. Vous trouverez les ouvrages traitant d'histoire navale sur une des étagères... quelque part. Merci. Je vais chercher. Ah, voilà mon livre. Les grands marins anglais. Eh bien voilà, j'ai trouvé ce livre et... Pardonnez-moi, cher docteur Watson, mais j'ai besoin de quiétude. Bien. Au revoir, Barnes.
Alors, Watson, où en êtes-vous? D'abord, avez-vous trouvé le sens de cette mystérieuse signature? C'est une anagramme, Holmes. Avec les lettres d'Arsène Lotino, on peut écrire Horatio Nelson. Cette confirmation est la bienvenue. Nul doute que l'objet du vol a quelque chose à voir avec la bataille de Trafalgar, gagnée par l'amiral Nelson aux dépens des Français. Nelson, borgne et manchot, dont la statue en haut d'une colonne se trouve sur Trafalgar Square. Il est dit que l'objet du vol est si au pied de son maître. Mais il n'y a rien à voler sur cette colonne. Nous avons un plan de Londres, quelque part. Regardons quel lieu pourrait nous intéresser près de Trafalgar Square. L'arme de Holmes. Un scandale en Bohème, la toute première affaire de Holmes. Mais pourquoi garde-t-il ce journal? Holmes n'est pas du genre à archiver ses affaires passées. Oh, une photo d'Irène Adler. Voilà donc pourquoi Holmes conserve cet exemplaire du Strand. Irène Adler. Pour lui, elle est la femme, la seule. Il la juge tellement supérieure à tout son sexe qu'il ne prononce jamais son nom. Aurait-il éprouvé pour elle un sentiment voisin de l'amour? Qui sait? Oh, la Légion d'honneur de Holmes. Pourquoi donc ne l'expose-t-il pas au mur? Le Hinayana, la forme la plus ancestrale du bouddhisme, île de Ceylan. Holmes a de bizarres livres de chevet. Les accessoires de maquillage de Holmes. Avec ça, il peut changer son visage de façon très impressionnante. Les accessoires de maquillage de Holmes. Quand je pense que cette statue a sauvé la vie de Holmes au cours de l'affaire de la maison vide, ah, enfin j'ai trouvé, le plan de Londres. Alors d'après vous, qu'y a-t-il à voler sur Trafalgar Square? Montrez-moi sur le plan, Watson. Alors d'après vous, Le seul lieu évident est la National Gallery of Painting, juste à côté de la statue. Pourquoi pas? Notre homme voudrait voler un tableau, mais lequel? Watson, vous vouliez vous promener? Allons faire un tour à la National Gallery. Trouvez-nous un cab, le temps pour moi de faire parvenir un mot à l'inspecteur Lestrade de nous y rejoindre. Ah, Lambe, vous tombez bien. Pouvez-vous nous emmener, mon ami Sherlock et moi-même? Avec plaisir, docteur Watson. La patronne, Miss Bromsby, m'a donné la journée. Je vous attends.
Alors, Holmes, que faisons-nous? Fragile. Il transporte de la porcelaine dans ce musée? L'art est précieux, mon cher Watson. Mais il est vrai que cette caisse est de taille assez curieuse. Je dirais 1 mètre sur 1 mètre sur 2 mètres. Quel désordre! Quel désordre! Bonjour messieurs, bienvenue à la National Gallery of Painting. Avec un si beau soleil dehors, vous êtes les seuls visiteurs et le serez pour la journée, je pense. Comme le nombre minimum de personnes pour une visite guidée est de... Nous ne sommes pas là pour visiter le musée, jeune homme. Mon nom est Sherlock Holmes, et voici mon ami, le docteur Watson. Sherlock Holmes? Le détective? En effet, nous sommes ici car nous avons lieu de penser qu'un vol pourrait être commis ici, et peut-être aujourd'hui même. Un vol? Nous n'avons pour l'instant aucune certitude, mais de lourdes présomptions existent. Sachez que nous avons contacté l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard, qui devrait nous rejoindre sous peu. Ceci afin de vous assurer que ma démarche est appuyée par les autorités officielles. Dans l'intervalle, vous pouvez certainement nous aider. Nous pensons que l'objet du vol peut être un de vos tableaux, mais nous ne savons pas exactement lequel. Nous avons quelques indications cependant qui devraient dire quelque chose à un spécialiste comme vous. Oui, bien sûr. Mais c'est que j'ai commencé il y a à peine 3 jours. En fait, je suis archiviste de formation. Mes fonctions ici sont essentiellement administratives. Je suppose que le plus âgé des 2 hommes que nous voyons là-haut est le directeur du musée? Oui, c'est Sir Pointer. Il vous aiderait certainement mieux que moi, mais pour l'instant, il est très occupé et il va l'être encore longtemps. Mais l'emplacement que vous me proposez est indigne de mon œuvre. Toutes mes réalisations sont des hymnes à la couleur et à la lumière. Ce sont des étoiles, des soleils que vous voulez éteindre. Mais comprenez, cher maître, le couloir d'entrée est la place réservée aux expositions temporaires. De plus, nous pouvons rajouter des sources d'éclairage. Alors il faudra prévoir des guirlandes de lanternes courant sur tout le plafond, et que le combustible soit l'huile la plus fine, surtout pas de pétrole, et des miroirs pour concentrer la lumière, et... Nous ferons tous les efforts possibles. Ouais. Je tiens néanmoins à ce que certaines de mes œuvres soient à l'étage, aux côtés des plus grands. Mais nos salles sont déjà saturées, et vous savez, chacune a sa thématique. Trop de modernité. Mais la modernité, ça n'existe pas. Seul l'art existe. L'art est intemporel. L'art est cosmique. Bien, bien, maître. Si nous poursuivions cette conversation dans mon bureau. Vous devez certainement avoir un registre des œuvres présentes dans vos murs, avec un descriptif de chaque tableau. Oui, Sir Pointer me l'a confié ce matin afin de me familiariser avec la collection, mais je l'ai perdu. Je sais, je fais un bien piètre archiviste. Mais alors que je faisais le tour du musée, le peintre que reçoit Monsieur Pointer actuellement est arrivé, avec des caisses pleines de toiles qu'il a fallu se dépêcher d'inventorier. L'affaire du registre disparu. Qu'en pensez-vous, Watson? Écoutez, monsieur... Palinor, monsieur. Palinor, mon ami et moi allons faire un tour dans le musée afin de retrouver votre registre. Si vous l'avez perdu en faisant le tour du musée, c'est qu'il ne peut qu'être dans une des salles d'exposition. Restez ici, nous reviendrons vous voir quand nous l'aurons trouvé. Et nous n'en soufflerons pas mot au directeur. Bien sûr, monsieur. Grand merci. Je reste là à faire mon inventaire. Je vous attends. Dites-moi, mon jeune ami, auriez-vous un plan des bâtiments afin de nous faciliter la tâche? Ah, oui. Où l'ai-je rangé? Ah, voilà, tenez. À plus tard, Palinor.
Monsieur de Norvin, portrait de Jean-Auguste Dominique Ingres, 1780-1876. Le billet doux de François Boucher. Un beau paysage de Boucher, François, un maître de la couleur au siècle des Lumières. La bataille de Jemmapes d'Horace Vernet, une victoire de la Révolution française. Horace Vernet, la bataille de Hanau, 1813. Le début de la fin pour Napoléon, malgré cette victoire. Watson, venez voir. Qu'y a-t-il, Holmes? Qu'avez-vous trouvé? Un tableau de mon grand-oncle Horace Vernet. J'ignorais qu'il s'en trouvait ici. C'est certainement à cet aïeul que Lupin faisait référence dans sa lettre. Ah, quel talent, ne trouvez-vous pas? Qui? Lupin? Non, Vernet. Quoique Lupin aussi, mais dans un autre genre. L'empereur Napoléon Ier ou Buonaparte, comme disaient les Anglais à l'époque, peint par Horace Vernet. La gamme d'amour d'Antoine Watteau, né en 1684, mort en 1721, peintre français, l'un des premiers représentants du mouvement rococo. Inspiré par la commedia dell'arte, il aime surtout représenter le théâtre et la fête dans ses tableaux. L'accord parfait d'Antoine Watteau. Une toile de Nicolas Poussin qui raconte la découverte de Moïse. Très jolie. L'adoration du veau d'or de Nicolas Poussin, un peintre classique français du XVIIe siècle, qui fit l'essentiel de sa carrière, non à Paris, mais à Rome, en marge des grands courants de l'époque. Jacques Cazotte, portrait réalisé par Jean-Baptiste Perronneau, né en 1715, mort en 1783. Tiens, il me semble que voilà ce fameux registre. C'est écrit en abrégé, et il y a des centaines d'œuvres. Montrons-le à l'archiviste. Salle des peintres français. Une femme de Perronneau, école française, pastel sur papier. Horace Vernet, mon ancêtre. Magnifique, ce paysage au coucher du soleil. Une toile du grand Joseph Vernet, mon grand-oncle. Le triomphe de Pan, de Nicolas Poussin. Salle des peintres français. La salle des peintres espagnols. Les filles du peintre poursuivant un papillon, de Thomas Gainsborough. Un tableau inachevé et pourtant touchant. Lever de soleil dans la brume, de William Turner. 40 ans avant Monet, Turner invente une nouvelle peinture qui dissout les formes dans le frémissement de l'atmosphère et de la lumière. L'étoile du soir, de William Turner. L'instant de grâce, de la transition entre le jour et la nuit. Mr. et Mrs. Andrews, de Gainsborough. Un tableau inachevé. Paysagiste hors pair, il fut pourtant contraint à se consacrer au portrait pour gagner sa vie. Salle d'exposition des peintres anglais. Ah, Thomas Gainsborough, l'un des plus célèbres portraitistes et paysagistes britanniques. Un magnifique paysage de Gainsborough. Margaret depuis la mer, de William Turner. Nous avons là un précurseur de l'impressionnisme. Une toile de William Turner, le peintre de la lumière.
Une toile de William Turner, le peintre de la lumière. John Constable, ou comment traduire le côté ennuyeux de la nature. Lord Earthfield de Gibraltar, de Sir Joshua Reynolds, 1723-1792, l'un des plus grands portraitistes de son époque. Portrait du docteur Ralph Schomberg par Thomas Gainsborough, 1727-1788. Une toile de Sir Reynolds, le colonel Tarleton, héros des forces britanniques durant la guerre d'indépendance américaine. La reine Charlotte, peint par Sir Thomas Lawrence, peintre du XVIIIe siècle. Lady Cockburn et ses 3 fils, par Sir Reynolds. Autoportrait de William Turner, né en 1775, peintre anglais hors norme. Salle d'exposition des peintres anglais. Salle hollandaise. Une dame assise au Virginal, peint par Vermeer, peintre hollandais du XVIIe siècle. Une toile de Gérard ter Borch, peintre de genre et de portrait hollandais influencé par Velázquez. Vue de Westerkerk, probablement peint en 1660 par Jan van der Heyden. Une terrible scène de bataille navale de Ludolf Bakhuyzen. Willem van de Velde, peintre néerlandais qui consacra son talent à la mer. Une œuvre de Jan Steen, peintre de l'école hollandaise, un moraliste. Une scène d'hiver avec des patineurs près d'un château par Averkamp, 1585-1634. L'un des plus grands peintres de l'école hollandaise du XVIIe siècle, spécialiste des scènes d'hiver. Reproduction de l'œuvre originale. Ah, la campagne, par Salomon van Ruysdael, vers 1600-1670. On aurait presque envie de s'assoupir. Jacob van Ruysdael, 1628-1682, l'un des paysagistes majeurs du siècle d'or hollandais. Autoportrait à l'âge de 63 ans de Rembrandt, l'année de sa mort. Le peintre affirmait « Je ne peins pas l'homme, je peins le passage ». Un tableau de Rembrandt. L'ensemble de son œuvre inspira à Baudelaire ce vers. Rembrandt, triste hôpital, tout rempli de murmures. Une fantaisie architecturale peinte par Van der Heyden. Une scène navale avec un vaisseau hollandais de Van de Capelle. Une scène de la côte, Jan van de Capelle, Amsterdam, 1624-1679. La paix de Münster, peint par Gérard ter Borch, dit le Jeune, né à Zwolle en décembre 1608 et mort à Deventer le 8 décembre 1681. Scène de plage avec des pêcheurs de Ludolf Bakhuyzen, 1630-1708. Ici se trouvent les artistes flamands. Une œuvre de David Ténier, dit le Jeune. Une œuvre de David Ténier, dit le Jeune. Rubens, le jugement de Paris. Quel dilemme! Paris devait choisir l'une des 3 divinités, Vénus, Junon ou Minerve, et mettre forcément 2 d'entre elles en colère. Il n'avait qu'à choisir les 3. Guerre et paix, du maître Rubens. Tableau réalisé probablement en 1629-1630 qui illustre l'espoir d'une paix entre l'Angleterre et l'Espagne. La mission du peintre à cette date. Rubens était en effet également diplomate. Des paysans s'entraînant au tir à l'arc. David Ténier, dit le Jeune,
1610-1690. Style baroque, il me semble. Ici se trouvent les artistes flamands. Les enfants Balby de Van Dyck, 1599-1641. Lady Elizabeth Timbleby et la vicomtesse d'Andover de Van Dyck. Van Dyck en personne. Cet artiste eut une grande influence sur les portraitistes anglais. On le considère comme le créateur de l'école anglaise de peinture. Ici se trouvent les artistes flamands. Un coucher de soleil de Rubens, l'un des plus grands peintres baroques du XVIIe siècle, et de l'histoire de la peinture en général. La Vue, portrait de Robert van der Heuck, par González Cock, 1618-1684. Tiens, un cheval blanc près d'un homme endormi, une reproduction de l'œuvre peinte en 1652 par le peintre Peter Verbeek. Louis, toile de González Cock. Son surnom de Petit Van Dyck provient de son talent pour les portraits de dimension réduite. En effet. Portrait de famille de González Cock. Garçon avec une rose, œuvre réalisée en 1660 et attribuée à François Duchastel, peintre flamand. Toile peinte vers 1620, artiste inconnu de l'école flamande. Portrait d'un homme, toile prêtée au musée, œuvre d'artiste inconnu datant probablement de 1645-1655. La salle des œuvres italiennes. L'adoration des rois mages de Botticelli, acheté par la National Gallery en 1878. Ah, faut-il le voir pour le croire. L'incrédulité de saint Thomas, œuvre du maître Battista Giovanni, né vers 1459. Sainte Catherine d'Alexandrie, peinte par Carlo Crivelli, acheté parmi la collection du prince Anatole Demidov en 1868. Les origines de la Voie lactée, peint en 1575 et acheté en 1890 par la National Gallery, interprétation de Jacopo Robusti, dit Tintoret, c'est-à-dire le petit teinturier. Pas très flatteur comme surnom pour un peintre. Un tableau de Véronèse, la famille du roi Darius devant Alexandre le Grand. Toile d'Orazio Gentileschi, peintre baroque italien influencé par le Caravage, 1563-1639. Sa fille Artemisia Gentileschi devint une peintre remarquable. Une étude de Tiepolo. Les Troyens firent rentrer le cheval des Grecs dans leur cité. Ils causèrent ainsi leur propre perte. Comme quoi, il faut se méfier de certains cadeaux. Portrait d'un jeune homme en rouge, de Domenico Ghirlandaio. Ce tableau, réalisé dans les années 1480-1490, a été prêté à la National Gallery. La Vierge au rocher, célèbre toile peinte entre 1491 et 1508 par Léonard de Vinci, homme d'esprit multidisciplinaire, à la fois artiste, scientifique, inventeur et philosophe humaniste. Il incarna l'esprit universaliste de la Renaissance. Sa démarche scientifique et artistique procédait d'une accumulation préalable d'observations détaillées, de savoirs disséminés çà et là, et avec pour objectif la perfection. Ah oui, vous parlez de vous, Holmes. Ce tableau représente les dieux Vénus et Mars du maître Botticelli. Ce tableau fut exposé pour la première fois en 1874 à la National Gallery. Fermé.
Sainte Catherine d'Alexandrie, qui mène sa barque par Antonio de Solario en 1514. L'assassinat de Saint-Pierre Martyr, peint vers 1507 par Giovanni Bellini, un précurseur de l'école vénitienne. Le souper à Emmaüs, où Jésus ressuscité apparaît à ses disciples, peint par le Caravage, 1571-1610. Il est l'initiateur du clair-obscur, qui donna son nom à un mouvement, le caravagisme. La salle des œuvres italiennes. Ah, Venise, la Sérénissime, en 1740, par Canaletto. La salle des œuvres italiennes. Sainte Catherine d'Alexandrie de Raphaël, peint vers 1507 par le maître florentin, un des plus grands peintres et architectes italiens de la Renaissance. Peinture de Lorenzo Lotto, né vers 1480, mort vers 1556, appelé le peintre des contradictions. Qu'en pensez-vous, Holmes? Salle allemande. Ah, il manque une inscription ici. J'en parlerai au directeur. Oh, peut-être. Toile d'Adam Elsheimer, le plus célèbre des peintres allemands du début du XVIIe siècle. Une œuvre qui respire la joie de vivre, de Lucas Cranach l'Ancien. Tobias et l'ange Raphaël, par Adam Elsheimer, peintre allemand. L'ange doit lui demander quel type d'appât il utilise. Cette toile fut acquise en 1894 par la National Gallery. Ceci n'est qu'une copie, plus grande que l'original. Oh, Judith avec la tête d'Holoferne, de Johann Liss, 1595-1631. Que veut-elle donc en faire? Vierge à l'enfant, d'Albrecht Dürer, 1471-1528, peintre, mathématicien et, surtout, graveur, un virtuose du burin. Les ambassadeurs, 1533, de Hans Holbein le Jeune. Au premier plan, on peut voir un crâne déformé qui serait un symbole de la mortalité. Saint-Paul à Malte, d'Adam Elsheimer, 1578-1610. Sainte Catherine d'Alexandrie et compagnie, vers 1450, de Stéphane Lochner, panneau de retable offert par la reine Victoria lors des vœux du prince consort. La Charité, de Lucas Cranach l'Ancien, toile prêtée au musée. Une femme, de Lucas Cranach l'Ancien, 1472-1553, peintre officiel de la cour de Saxe. Décidément, quelle ambiance, le style de Cranach. Il traduit bien le manque total de fantaisie. Un Cranach. Le père du peintre, Albrecht Dürer, pas vraiment un joyeux de rire. Salle allemande. Hans Holbein le Jeune, mort à Londres en 1543. Ses œuvres sont prêtées au musée. Salle allemande. Ah, il manque une inscription ici. Fermé. Fermé.
la salle des peintres espagnols. La Tela Real du grand maître espagnol Diego Velázquez, 1599-1660, peintre du siècle d'or espagnol. Il s'agit d'une scène de chasse royale au sanglier. La famille Vendramin vénérant une relique de la vraie croix de Titien, peintre vénitien mort en 1576, dont le rôle fut primordial dans le développement de l'école vénitienne du Cinquecento. Jacob est le troupeau de Laban, de José de Ribera, dit Lo Spagnoletto, le petit espagnol, en raison de sa petite taille. Jésus guérissant le paralytique au bassin de Bethesda, du Grand Morillo, le précurseur du réalisme du XVIIIe siècle espagnol. Le Christ chassant les marchands du temple, toile du maître espagnol, le Greco. Petit paysan au balcon, de Bartolomé Esteban Murillo, 1618-1682. Vénus à son miroir, de Diego Velázquez, considéré avec Francisco Goya et le Greco comme l'un des plus grands artistes de l'histoire espagnole. Un apôtre, José de Ribera, 1591-1652. Cette toile de Tiziano Vecellio, plus connue sous le nom de Titien, est une allégorie de la prudence. Il est écrit « Du passé, l'homme du présent agit prudemment pour ne pas mettre en péril le futur. » Sage conseil. Lamentation sur le corps de Christ. Son auteur, José de Ribera, est l'un des représentants du ténébrisme. Un beau tableau de Murillo, impressionnant. L'adoration au nom de Jésus, le Greco, 1541-1614, peintre espagnol d'origine crétoise, appartenant de façon extrêmement personnelle au courant maniériste. Salle des peintres français. Un portrait de Madame Moitessier par Ingres, un peintre violoniste à ses heures, comme moi. Monsieur de Norvin, portrait de Jean-Auguste Dominique Ingres, 1780-1876. Oui, monsieur Holmes? À plus tard, Palinor. Oui, monsieur Holmes? Voilà votre registre, mon ami. Oh, vous l'avez retrouvé. Grand merci. Vous ne direz rien à Sir Pointer. Rassurez-vous, êtes-vous familier des écritures de cet ouvrage? Tout semble en abrégé. J'ai compris comment repérer une thématique et lire un descriptif, mais je bute sur les codes concernant les emplacements. C'est mieux que rien pour l'instant. Nous cherchons un tableau ayant un rapport avec la bataille de Trafalgar. Qui représenterait quoi? D'après ce poème, il pourrait s'agir... Oui, monsieur Holmes? Il pourrait s'agir d'un bateau, son maître étant l'amiral Nelson, et le voleur disant vouloir la raisonner. En outre, ce bateau porterait un nom français. Attendez,
Ah, je crois avoir un candidat. Un tableau fort célèbre, une œuvre emblématique même. Le Fighting Téméraire, à Turner. Le tableau est décrit comme la quintessence de l'art du peintre, et un des plus beaux tableaux anglais de tous les temps. Le modèle, ce bateau au nom français, le Téméraire, participa à la bataille de Trafalgar, et s'y illustra en protégeant le bateau amiral La Victoire, à bord duquel se trouvait... La victoire, dites-vous? Oui, sur lequel se trouvait l'amiral Nelson. Le Téméraire a même reçu une distinction spéciale, mais je ne comprends pas laquelle. Le tableau représente son désarmement, je crois. Où se trouve-t-il? Je n'en sais rien. Vous devriez chercher du côté des œuvres anglaises de notre siècle, vers la partie ouest de la galerie. Merci, Palinor. Venez, Watson. Allons voir ce tableau. Voilà ce que je cherchais. Le Fighting Téméraire. Ah, splendide. Qu'en pensez-vous? Splendide en effet. L'existence de ce tableau semble apporter du crédit à toute cette histoire. Tant que ce tableau reste accroché à ce mur, cette lettre, même si elle est joliment tournée et pleine de provocations, n'est rien de plus qu'une lettre. Tout ceci peut être encore un gigantesque canular bien argumenté. L'échéance, pour en avoir le cœur net, est assez brève, puisque le vol doit avoir lieu ce soir. Nous devrions avertir le directeur du musée, Holmes. Vous avez raison, Watson. Allons-y. Fantastique! Mirobolant! Voilà, maître. Je crois que tout est réglé. Cette collaboration sera mon apothéose, mon chef-d'œuvre. Merci à vous. J'ai fini d'inventorier l'étoile, monsieur le directeur. Oh, j'ai le plaisir de vous présenter le grand détective Sherlock Holmes, accompagné du docteur Watson. Bonjour, messieurs. C'est avec plaisir que nous vous accueillons dans notre galerie. Je gage que vous êtes ici en amateur et non pour raison professionnelle. J'ai bien peur que si. Oh, Lorsqu'il n'est plus question d'art, l'artiste doit s'effacer. Messieurs, au plaisir de vous revoir bientôt. Ne me raccompagnez pas, je connais le chemin. messieurs, je vous prie de m'excuser. Vous avez dû m'attendre. Monsieur Palinor a su répondre à toutes nos questions les plus urgentes. Dites-moi, qui est cet homme qui vient de partir? C'est Horace Velmont, un peintre français. Un des meilleurs, paraît-il. Ses lettres de recommandation viennent des plus grands salons parisiens. Un Français? Allez donc le voir, Watson. Oui, un peintre avant-gardiste. Il a appris que nous accueillions des œuvres de peintres modernes lors d'expositions temporaires. Il nous a laissé une quantité de toiles, nous promettant de nous faire don de celles qui auraient le plus de succès. Lestrade, vous tombez à pic. Et ce Français, Watson? Parti. Monsieur le directeur, voici l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard. Lestrade, voici le directeur de la National Gallery, Sir Pointer, et son assistant, Monsieur Palinor. Lestrade, voulez-vous bien laisser votre homme en faction devant la porte d'entrée et empêcher quiconque de pénétrer dans le musée? Monsieur le directeur, il n'y a pas d'autre issue. Non, mais... Si vous voulez bien tous me suivre, je vais vous conduire à l'objet qui motive tout ceci. La raison de cette petite réunion est cette lettre que j'ai reçue ce matin à mon domicile. Sans trop rentrer dans les détails, il y est dit que ce soir, ce tableau, le Fighting Téméraire, sera volé. Pardon? Tiens donc, et c'est à cause d'une lettre que vous m'avez fait déplacer? Vous croyez que...
Je n'aurais jamais pris la liberté de vous déranger si cette lettre, dont l'authenticité n'est malgré tout pas complètement confirmée, n'avait pour auteur un certain Arsène Lupin. Arsène Lupin? Arsène Lupin? Arsène qui? Lui quoi? En effet, le montant en l'air le plus recherché dans l'ancien monde. Arsène Lupin. Nous saurons bientôt si cette lettre est un faux, et si j'ai eu raison de vous déranger, Lestrade. Mais vous comprenez que nous ne pouvons prendre le moindre risque. Mais pourquoi ne pas mettre ce truc sous clé dans un coffre-fort dans une banque? Ou à Scotland Yard? On ne peut risquer d'entreposer ce tableau dans un lieu non adapté, ou de le confier à des gens qui l'appellent un truc. Cela ne ferait que déplacer le problème. Et ce tableau est inestimable, gare à celui qui l'endommagerait. Ce que je vous propose, Lestrade, c'est de faire le tour du musée avec le directeur Pointer pour vérifier les possibilités d'entrer par effraction et de laisser 2 hommes en faction ici cette nuit. De plus, monsieur le directeur, il faut fermer le musée au public et ne plus laisser entrer personne. Si vous croyez que c'est le mieux. Et vous, Holmes? Je passerai ici demain matin à l'aube. Nous saurons à ce moment-là à quoi nous en tenir. Et si jamais l'impensable se produisait, que personne ne touche à quoi que ce soit avant mon arrivée. Est-ce clair? Partons, Watson. Écoutez, inspecteur, j'ai beaucoup de travail. Il vaut mieux que je vous laisse, vous, le professionnel, faire le tour du musée tout seul. Voici les clés de toutes les portes fermées. Si vous avez besoin de moi, je suis dans mon bureau. Bien. Il me faut inspecter ce musée pour repérer toutes les issues possibles pour Lupin, y compris les trous de souris. Il faudrait un canon pour forcer cette porte. La serrure est trop grosse pour être crochetée, et je laisserai un gars en faction sur la place. Lupin, s'il doit venir, n'entrera pas par là. Non, pas d'issue de ce côté. Rien à signaler. Il fait sombre dans ce cagibi. Bon, pas de fenêtre, pas d'entrée possible. Ah, voilà une entrée possible. Si quelqu'un veut descendre du toit par ici, il lui faudra beaucoup de temps, et cela ne se fera pas sans bruit. J'ai tout intérêt à laisser un gars en faction ici, qui donnera l'alerte à tout mouvement suspect venant du toit. Arsène Lupin, à nous deux. Je vérifiais qu'il n'y a pas de fenêtre ici, donc pas d'entrée possible. D'accord. Faites votre travail. En attendant, je vous prépare un plan, inspecteur. Non, pas d'issue de ce côté. Rien à signaler. Non, pas d'issue de ce côté. Rien à signaler. Non, pas d'issue de ce côté. Rien à signaler. Attendons ce soir. Voilà, le directeur et son sous-fifre sont partis. À nous de jouer maintenant. Il se peut que toute cette histoire ne soit que du flanc, mais dans le cas contraire, ce Lupin tombera dans nos mains comme une pomme bien mûre. Je fermerai la porte principale du musée à clé. Vous serez donc enfermés. Jeffries est en faction discrète sur Trafalgar Square, et le commissariat est à 2 pas. Donc rien à craindre de ce côté-là. Vous, Hamilton, vous serez dans l'atelier de restauration des tableaux, sous la verrière. Les portes qui y mènent seront fermées. Vous aurez chacun de quoi les ouvrir. Restez cachés en masquant votre lumière, qu'on ne vous voit pas du toit.
Vous, le cartes, vous planterez devant le tableau lui-même. À la moindre embrouille, descendez dans l'entrée et sifflez l'alerte. Les murs sont trop épais, on ne vous entendra que si vous êtes en bas. En cas de grabuge, ne tirez qu'à coup sûr. Car si vous touchez un tableau, c'est vos arrière-petits-enfants qui finiront de rembourser la casse. Enfin, vous devrez vous contenter de vos lanternes. Le gaz coûte cher. Allez, messieurs, ouvrez l'œil et le bon. Vous serez relevés vers 4 heures. Allez, grognard, tu as du travail. Vous aviez raison, Holmes. Le policeman en bas était bien chargé de nous remettre une lettre. Elle vient de l'estrade. Une telle urgence ne présage rien de bon. En effet, Holmes. Cette fois, pas de doute, le tableau a disparu. Et d'après ce qu'il y est écrit, la National Gallery est sans dessus-dessous. Notre présence est réclamée au plus vite. Eh bien, Watson, que la partie commence. N'aurions-nous pas dû demander des forces de police plus conséquentes pour protéger ce tableau? Je pense que toute une brigade n'aurait pas empêché Lupin de voler cette œuvre, car nous savons maintenant qu'il s'agit bien de lui. La police a une ville et des vies à protéger avant tout. Respectons cela. Watson, les cabs doivent être rares à cette heure, et Billy, notre groom, est porté malade. Voulez-vous bien nous en dénicher un, le temps que je relise cette lettre? Hier j'étais médecin, me voici valet.